Bienvenue sur le ring, Mehdi Fakel. Merci pour l'invitation. Sur le ring l'ODJ, je rappelle Mehdi Fakel que vous êtes analyste économique et financier, expert comptable et commissaire aux comptes. 3 rounds, comme d'accoutumé dans ce conseil d'émission sur le ring. Premier thème et premier round, une loi de finances votée au forceps, point d'interrogation. Est-ce qu'effectivement le gouvernement veut accélérer, considère que ce projet de loi de finances 2023 est une simple formalité? Vous nous direz votre point de vue là-dessus. Deuxième thème, deuxième round, inflation qui paye la facture. On est là, dernier chiffre en date, 8,3 de taux d'inflation, une taux d'inflation hyperinflation, inflation record. Donc qui paye cette facture-là, vous nous direz également. Et troisième round, la thématique 2023, faut-il s'attendre, en tout cas, est-ce qu'on se dirige vers une année de croissance ou de décroissance économique? Vous nous direz, là aussi, une loi de finances votée au forceps avec un point d'interrogation, impression, ressenti. Après, à pas cadencé, première chambre, c'était une affaire classée en 2 semaines. Validation par les députés, par les parlementaires. C'est à la deuxième chambre, là, depuis, pareil, 2 semaines. Les choses sont, les derniers targets de dépôt des amendements vendredi, donc on dit que là le vote en commission a commencé. Il devrait se dérouler en tout cas ce week-end et ce projet de loi de finances pourrait être validé en début de semaine prochaine. Oui. On a l'impression que c'est vraiment une formalité pour le gouvernement. Je ne suis pas d'accord. Tout à fait, on savait que nous sommes un pays d'institutions. La loi organique des finances est claire et les lois régissant l'institution parlementaire sont claires. Il y a un délai légal de dépôt qui est le 20 octobre. Il y a un délai maximal pour valider et approuver la loi de finances qui est le 31 décembre. Là, on devrait avoir une validation du projet de loi de finances, bien sûr. Pas le 31, mais pas fin décembre, mais début décembre. Rien n'empêche effectivement, parce que c'est la loi. La loi le prévoit. Et de ce fait-là, cette année, comme vous le savez, il y a 2 niveaux de raisonnement. Cette année, le nombre de dispositions préconisées, plutôt et proposées, était très limité. Même des impôts n'ont pas été pratiquement il y avait quasiment pas de dispositions. La TVA en l'occurrence, que de dispositions. Droit d'enregistrement des timbres, pas de dispositions. Donc, et le nombre au niveau de l'IS, des dispositions qui sont très limitées. Donc le gros était cette année focalisé sur l'IR, notamment l'IR professionnel. L'IR professionnel avec la retenue à la source. Voilà. Donc il y a que ça en fait qui fait que ça aurait pu aller beaucoup plus vite s'il n'y avait pas eu l'IR professionnel. C'est ça que vous êtes en train de dire? Non. Je suis en train de dire aujourd'hui que les délais sont respectés. Le calendrier est fixé par l'institution parlementaire et qu'aujourd'hui nous sommes dans les délais. Maintenant, le caractère, je dirais, limité des dispositions a fait en sorte que la matière à débattre était déjà limitée, était déjà connue. Contrairement à des lois de finances où, effectivement, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des dispositions. Le nombre de dispositions était considérable. C'est plus le cas cette année. Donc là, il n'y a que l'IR professionnel, l'IR pro, qui concentre en tout cas l'essentiel des débats et surtout des tensions. Bah oui. Mais en même temps, quand on est privé de débat d'orientation budgétaire au mois de juillet-août, ce qui était d'accoutumé, on a toujours un débat. On a simplement une note de cadrage qui a été diffusée via un communiqué. Là, on n'a pas de débat, on n'a pas eu de vrai débat au Parlement, première chambre. On n'a pas de vrai débat non plus à la deuxième chambre. Qu'est-ce qu'on peut se dire que ce projet de finance 2023 je veux bien que effectivement la coalition gouvernementale est majoritaire à la fois la première chambre et à la fois la deuxième chambre. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire? On n'a pas de débat. Pas de vrai débat, d'idées, de débat politique. Oui. Écoutez, aujourd'hui, vous me parlez d'une majorité gouvernementale. Vous me parlez d'une institution parlementaire. Je ne pense pas que les partis de l'opposition, ont dû se taire. Je les ai entendus parler, j'ai entendu parler des professionnels. Donc il y a eu un débat. Vous avez vu, des partis de l'opposition, c'était l'USFP, le PPS
Et il faut voir leur réaction. Il faut voir la réaction pour expliquer le vote. Sur l'opposition à la source, sur les professions libérales, je trouve que on peut considérer en tout cas que les partis de l'opposition ont été particulièrement silencieux. Non, attendez, je vais vous dire. Aujourd'hui. Et qu'il n'y a pas eu de vrai débat. On a l'impression que le débat sur les LIR Pro, il s'est beaucoup plus déroulé en dehors du Parlement qu'au sein même du Parlement. Non, le Parlement, il faut voir les amendements qui ont été proposés. Il y a le rapport de la Commission. Vous allez voir que c'est un rapport qui est costaud, qui parle de beaucoup de choses et qui évoque beaucoup de choses qui ont été proposées par l'opposition. Je ne suis pas trop d'accord. Maintenant, ce qu'il y a fait, c'est qu'il y a eu, je dirais aujourd'hui, les professionnels qui sont montés au créneau. Oui. Effectivement, on les a entendus plus que les politiques. Donc, mais les politiques, ils étaient là. Ils ont participé. On est d'accord que ce débat politique, débat politique a été omni-absent dans le projet de loi de finances. Tous les représentants de ces professionnels ont été reçus par les partis politiques, opposition et gouvernement, et plutôt majorité, et puis le gouvernement. Donc il y a eu effectivement un débat houleux cette année sur une disposition qui a fait couler beaucoup d'encre. Et tout ça, ça s'est passé dans les salons. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat politique. Non, j'ai suivi personnellement. Le débat qui s'est déroulé, autre que les débats bien sûr au niveau des commissions, parce qu'il n'est pas public, mais les débats publics au niveau du Parlement, je les ai suivis, j'ai entendu les speeches des différentes partis politiques, notamment de l'opposition, ils n'étaient pas du tout cléments avec l'action du gouvernement. Mais puis attention, eux, ils ont critiqué une loi de finances d'emblée, pas une simple disposition fiscale, c'est-à-dire leurs préoccupations concernaient tous les volets. Vous pensez que les Marocains et les Marocains savent précisément quelle est la position des partis de la majorité. Bon, ça, ils la connaissent, puisque ça a été validé première chambre, et ça va être validé certainement en deuxième chambre au niveau de l'imposition à la source. Mais de la classe politique sur l'imposition à la source concernant les professions libérales. Est-ce que les Marocains et les Marocains ont une idée précise de la position des partis politiques là-dessus? Aujourd'hui, pour moi, c'est clair. L'opposition est contre. Et la majorité. Contre l'imposition à la source? Bah oui, j'ai les résultats du vote. C'est aussi simple. Par principe, parce qu'il faut juste être question de principe. Moi, je dis aujourd'hui, si vous voulez avoir la position est claire pour moi. La majorité est pour et l'opposition est contre. Parce qu'il y a eu un vote général. Moi, je suis en train de me fier au vote général. Maintenant, il faut savoir que le PLF, c'est un tout. Ce n'est pas une disposition qu'on vote de côté, c'est un tout. Donc, pour avoir une idée précise sur les avis des partis, je vous invite à consulter le rapport qui est costaud, qui est posté au niveau de... Et l'avis de Mehdi Fakhel, en tant qu'expert comptable sur la retenue à la source. Écoutez, moi, je vais m'exprimer en tant que technicien. Quand on voit toutes ces tensions qu'il peut y avoir, ça est en train de se détendre avec les avocats et les robes noires, donc, mais pas, a priori, le gouvernement et l'exécutif. Je suis ici avec ma casquette de technicien. Je vais vous dire ce qu'il en est. À mon avis, il ne faut pas politiser le débat, il faut les techniser. Pourquoi les politiser le débat autour de l'imposition à la source? Bien sûr, parce que cette imposition est perçue comme étant un moyen plutôt une disposition qui est orientée contre les professions libérales. Moi, je pense que là, effectivement, cette vision, cette lecture politique, moi, je ne suis pas compétent pour faire une lecture politique. Mais pour moi, j'estime qu'il n'y a pas de nouvel impôt. C'est une avance sur impôt. Le déclaratif restera toujours la base. Et avec toujours la référence. Et la déductibilité également. Voilà. Et il y a la possibilité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme garantie en matière de déductibilité? C'est-à-dire que s'il y a déductibilité, c'est la restitution, vous voulez dire. Voilà. La restitution. Avec la possibilité de le déduire sur le. Il n'y a pas de déduction, c'est une imputation. On ne déduit rien, c'est-à-dire aujourd'hui. Qu'est-ce que les professions libérales, si l'imposition à la source est retenue, qu'est-ce que les professions libérales ont comme garantie et de sécurité d'être remboursées? Il faut qu'on précise quelque chose. Il n'y a pas que les professions libérales. Il y a un ensemble, parce qu'on est en train de taxer des rémunérations versées à des tiers. Dont des rémunérations qui sont versées à des professions libérales par des personnes morales et identifiées fiscalement. Donc les rémunérations versées par des personnes physiques ne sont pas concernées par cette disposition. Voilà, ça, c'est pour vraiment clarifier les choses. Et il n'y a pas uniquement les professions libérales, il y a les agents immobiliers, les agences de voyage, il y a pas mal. Nous en toute sincérité, nous attendons des clarifications sur le périmètre d'application de cette disposition, pour nous, personnellement. C'est-à-dire, déjà, est-ce que cette taxation, c'est une taxe parafiscale? Non, ce n'est pas une taxe. C'est une avance sur taxation conventionnelle. En tout cas, les professions libérales considèrent que c'est une taxe parafiscale, même si elle est déductible, imputable et remboursable. On dit la chose là, ils sont contraires. On est en train, écoutez, Rachid, nous déclarons fin d'année un impôt. Et nous imputons ce que nous avons avancé sur cette déclaration. Il y a aujourd'hui une restitution. Si restitution il y aurait, ou un complément d'impôt. Qu'est-ce qu'il y a comme garantie? Le professeur libéral nous n'a pas de visibilité sur la garantie. Il y a la garantie légale. Par la suite, il y a bien sûr une note circulaire qu'on diffusait chaque année, attendue particulièrement de la part de la direction des impôts, qui va clarifier les modalités d'opérationnalisation. Quand les entreprises ont attendu plusieurs années, 2015, 2016, 2017, 2018, avant que les crédits TVA soient remboursés. Voilà pourquoi je dis qu'il faut techniser le débat. Est-ce que ça se veut rassurant pour les professions libérales? Moi, aujourd'hui, c'est Rachid, il y a
un sujet tout simplement d'opérationnalisation. C'est à l'exécutif de prendre ses dispositions et d'assumer sa responsabilité pour faire appliquer, respecter la loi. C'est quoi? Ça va être l'engagement du ministère de l'économie et des finances, ça va être l'engagement de la DGI, de dire effectivement DGI, en fin TGR, establishment de ministère de finances. Donc il faut le cachet de l'État. Cachet de l'État. Pour rassurer le fait que les professions libérales, que si effectivement il y a un trop perçu, il y aura un remboursement qui sera fait dans les délais. Elle est partie. Mais absolument. Parce qu'apparemment, il n'y a rien d'écrit à ce niveau-là. Il n'y a rien dans le marbre. Je vais vous dire. Aujourd'hui, le débat, il a porté sur le principe, mais également sur les taux. Pourquoi? Parce que personnellement, dès le début, je me suis opposé à l'imposition sur la base du chiffre d'affaires. Il n'est pas du tout c'est un contresens. Alors, il faut imposer les marges. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est une baisse à 10% pour les personnes physiques et une baisse de 5% pour les personnes morales. Ce qu'il faut aujourd'hui savoir et connaître et chercher, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ça correspond à un taux d'imposition des marges réalisées par les professionnels libéraux. Et un taux supportable. Parce que beaucoup de professions libérales disent mais ça va nous plomber la trésorerie. Alors, voilà même si on part sur le taux qui a été proposé aux avocats de 5 et 10% de personnes morales et personnes physiques, est-ce que c'est supportable au niveau des trésoreries, vous qui êtes expert comptable en même temps? Aujourd'hui, il n'y a pas une chose qui est proposée pour chaque corporation. C'est un taux légal parce que ça s'applique à tout le monde. Et si aujourd'hui, il aurait été proposé aux avocats, 10 à 5%, c'est ce qui va être proposé à tout le monde parce que nous allons amender un texte. Y compris les architectes qui sont en colère et qui menacent de suspendre toute activité à partir de lundi prochain. Alors aujourd'hui, si vous me parlez de personnes physiques, je pense que les architectes, ils ont la possibilité d'être organisés en personnes morales. Donc on parle de 5% qui vont être prélevés au niveau des rémunérations qui vont leur être versées. Il faut savoir que, contrairement à l'impôt déclaré, qui est sur une base d'engagement, donc je calcule sur une base d'engagement, la retenue à la source sur une base de versement, c'est-à-dire le cash. Dès que le cash est versé, on prélève du cash. En tout cas, j'ai une dernière petite question là-dessus, avant qu'on passe à la deuxième ronde, qui a pour thème, je le rappelle, inflation qui paye la facture avec un point d'interrogation. Je sais que vous n'êtes pas devin, vous n'avez pas un patrimoine génétique qui vous permet de deviner l'avenir, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait faire marche arrière sur l'imposition à la source concernant les professions libérales? Écoutez, après tout le débat, je ne le pense pas. Donc pour vous, ça sera maintenu. À moins que ça soit une décision politique spectaculaire. D'accord. Donc il faudrait que ça soit du ressort du spectaculaire et de l'extraordinaire. Absolument. Pourquoi? Parce que ça a été déjà voté par l'exécutif. Donc on se dirige vers Chambre des représentants, Chambre des conseillers, la majorité. Ça tout dépend du gouvernement. Si le gouvernement déciderait de le retirer, déciderait. Mais à ce stade, aucune communication et rien ne laisse présager à marche arrière. En tout cas, il n'y avait pas de communication non plus pour l'instaurer. Donc, vous dites qu'il n'y aura pas. Non, pour l'installer, donc il n'y aura pas de il y a eu assez de communication pour dire et penser. Aujourd'hui, la concession, on n'a pas été prévenu. La concession aujourd'hui ça a été brutal. La concession a commencé avec la Chambre des représentants parce qu'on est passé de 20 à 15% pour les personnes physiques et de 15 à 10% pour les personnes morales. Aujourd'hui, je pense qu'on ira jusqu'à 10-15%. C'est la seule concession. Parce que si c'était un problème de fond, l'exécutif l'aurait retiré bien avant. Donc, ce qui a été proposé en matière de taux aux avocats, aux robes noires, va être bien sûr, c'est légal. Étendu à toutes les professions libérales, selon vous, mais en tout cas avec un maintien de l'imposition à la source. Bien sûr. Et retenu à la source pour toutes les professions libérales, pas de marche arrière, selon vous. Absolument. Selon Mehdi Farked, en tout cas de Sachant que nous parlons d'une partie de ce qui est versé, parce que ce qui est versé par des personnes physiques n'est pas concerné. Deuxième round, inflation qui paye la facture. 8,3%. L'inflation est grimpante depuis plusieurs mois. Avec, on le voit, elle monte crescendo, 8,3% de taux d'inflation dans notre pays. On a un niveau d'inflation qui est supérieur à un certain nombre de pays européens. Qui c'est qui passe à la caisse? Qui c'est qui paye cette inflation, cette cherté des prix, ces coûts de la vie qui explosent, ce prix du carburant, ce prix des produits alimentaires? Tout le monde. C'est-à-dire tout le monde. Je vais vous expliquer. Alors aujourd'hui, lorsqu'il y a une cherté, tout d'abord, la cherté, elle est supportée tout d'abord par l'État parce que ça puise sur les réserves en devises. Et de facto, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, déséquilibre peut-être considérablement les réserves en devises de notre pays. Et pousse l'État également à financer une partie non négligeable de la compensation. Parce que là, on met la main à la poche et il faut y ajouter la subvention pour le gasoil la poche sur la base des impôts qui sont payés par nos concitoyennes et concitoyens. D'accord. Donc indirectement, c'est toujours le citoyen qui paye. Je vais y arriver.
Maintenant, par rapport aux personnes, les opérateurs économiques qui sont engagés dans le cadre de contrats BTP, de contrats d'importation, eux aussi, ils ont du mal à répercuter fidèlement, de façon directe. Donc aussi, ils supportent une partie non négligeable. Parce qu'il faut, pour être maintenu sur le marché, on ne peut pas augmenter d'un seul coup. On ne peut pas répercuter d'un seul coup. Et bien sûr, il y a le citoyen qui supporte au niveau de sa consommation finale. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une inflation qui est importée. Importée. Je vais vous dire. Non, attendez, je vous explique. De la Banque centrale pour justifier la hausse du taux directeur de 0,5%. Dit voilà, j'ai fait une erreur d'appréciation. Je pensais que l'inflation n'était qu'importée. Aujourd'hui, elle n'est pas qu'importée. Attendez. Et dans ce qui fait, et c'est pour ça que ça plante d'ailleurs. Attendez. Lorsque vous importez l'inflation et vous dépensez plus en local, cette inflation commence à s'ancrer sur les tissus économiques. Donc ce n'est pas une inflation marocaine, c'est une inflation importée qui est en phase de se maroccaniser. Mais qui est un truc qui se marocanise, oui, marocanise à pas forcer. Et c'est ça. Pas forcer en même temps, parce que tout simplement, la cherté et les prix n'ont pas baissé. C'était pas ponctuel, c'est des choses qui risqueraient d'être structurelles, et de ce fait-là, ça va s'ancrer. Quand on a des prix à la consommation, mais des farquettes qui ont augmenté de 20, 30, voire 40%. Il y a deux niveaux de raisonnement. Certains produits, et pas que des produits importés. Oui. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui que l'État, que le gouvernement, que les pouvoirs publics, en tout cas l'exécutif, auraient pu faire plus et auraient pu faire mieux pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyennes et des citoyens? Alors aujourd'hui, il y a deux niveaux de raisonnement. Si vous me dites que l'augmentation de ces prix serait liée à la défaillance des structures de contrôle des prix et de la concurrence, ça c'est un niveau de raisonnement. Alors là c'est autre chose, c'est procédural, c'est légal. Qui est aussi une réalité. Donc l'État, on l'a vu sur les fruits et légumes d'ailleurs. L'État et l'administration territoriale doivent faire leur travail de contrôle. Maintenant, si vous parlez d'une augmentation liée à l'inflation, oui, parce que il y a des intrants directs et des intrants indirects. Le coût de la production, il a augmenté. Le coût, il a augmenté. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une augmentation dernièrement de SMIC. Il y a une augmentation des intrants qu'on importe de l'extérieur. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une augmentation. Maintenant, des coûts de production et des coûts de consommation, on est bien d'accord. La consommation, effectivement. Et l'exécutif n'est pas intervenu à la fois pour alléger la fiscalité, sur la production et n'intervient pas non plus pour alléger les prix à la consommation. Pas de souci. La question est, est-ce que l'exécutif il a la marge budgétaire? Je veux répondre par la note d'orientation qui est dessinée par le chef du gouvernement. Il dit que non. Je dis que non. Il dit comme quatrième priorité, c'est la récupération et le maintien et la préservation des marges budgétaires pour financer les chantiers de l'État. Donc aujourd'hui, la question... pas pour venir soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Il y a le conjoncturel et il y a le structurel. Aujourd'hui, on est bien d'accord que la priorité des Arnoux, c'est ce que vous avez repris dans sa note. Tout est prioritaire. C'est le financement des chantiers comme la couverture sociale, et ce n'est pas de venir soutenir via des aides ou des subventions, quel que soit le mécanisme, pour soutenir le pouvoir d'achat des Marocains. Ce n'est pas une mécanique de raisonnement. Non, c'est un choix politique. Non, ce n'est pas une mécanique de raisonnement. Pour la preuve, la compensation a été maintenue. Oui. Les budgets nécessaires ont été alloués. Mais ils sont considérables. Les Marocains ne consomment pas que de la bouteille de gaz, du sucre et de la farine. Je vais vous dire, parce que vous parlez de l'attitude du gouvernement. Oui. Il y a eu la subvention du gasoil. Maintenant, la grande question, est-ce que le gouvernement pourrait faire plus? C'est la grande question qui se pose. Aujourd'hui, plus et mieux. Alors aujourd'hui, est-ce que le gouvernement il a les moyens financiers? La réponse est non. Pourquoi? Pourquoi il ne laisse pas filer, par exemple, le déficit budgétaire? Mais non, pourquoi? Ne serait-ce qu'un demi-point ou un point. Certains considèrent que c'est comme ça qu'on a raisonné au début des années 80 et on a fini par le payer cher. Non, mais on a de la marge. Quelle marge? On est sur un déficit budgétaire qui devrait se solder autour de 4,5%. On n'a pas un demi-point. Attendez, les 4,5% en préservant, en continuant et en maintenant le système fiscal tel qu'il est. Si on fait des concessions fiscales, ça va nous coûter encore plus. Il ne faut pas oublier que nous payons déjà 30 milliards. Nous payons pratiquement l'équivalent des concessions fiscales rien qu'en service de dette. Donc chargé intérêt. Nous avons une masse salariale qui est astronomique, qui est considérable. 147 milliards de dirhams. Et qui est amenée à augmenter suite aux réformes qui ont été demandées par les partenaires sociaux, notamment pour l'amélioration des conditions des médecins et des instituteurs. Je pense que tout cela a un coût. Venir aujourd'hui demander au gouvernement de faire des coupes budgétaires et de faire des baisses, je pense qu'il serait inapproprié. Toutefois. Donc vous considérez qu'il ne peut pas laisser filer un peu le déficit budgétaire pour venir soutenir le pouvoir d'achat des Marocains? Je vais vous dire comment faut-il expliquer les choses aux Marocains. Au début des années 80, le Maroc, il était tout simplement... à l'époque, il n'y avait pas de réforme fiscale, il n'y avait rien. En empruntant trop, on a fini par glisser vers un pass. Le pass a coûté aux Marocains plus. Il a rendu leur vie en enfer. Aujourd'hui, je ne supporterai personnellement pas de voir un jour mon pays contraint à faire des coupes budgétaires sur les dépenses sociales
au nom, bien sûr, de l'ajustement structurel. Donc le Maroc, aujourd'hui, il cherche à préserver sa souveraineté économique. Donc on laisse. Pas on laisse. Mais Aujourd'hui, on laisse les Marocains et les Marocains face à un pouvoir d'achat qui se détériore et une consommation générale qui est en baisse. Non, monsieur, il faut préserver la souveraineté économique pour les Marocains et les Marocaines. Parce qu'il y a des chantiers structurants qui vont pas donner leurs fruits du jour au lendemain. Et pour pouvoir les financer, il faut avoir la marge. La preuve, c'est qu'il y a quelques jours, monsieur le gouverneur de la Banque centrale a dit qu'il a dit non aux institutions financières internationales. Ça, c'est pour l'élargissement de la bande de fluctuation. Vous voyez qu'on est prêt, on n'est pas prêt. Mais quand on est le gouvernement, pour revenir au projet de loi de finances 2023, et qu'on projette en tout cas d'un retour d'un taux d'inflation à 2%, alors, est-ce qu'il faut en rire? Est-ce qu'il faut en pleurer? Attendez. En tout cas, on en débat. Tout d'abord, écoutez, sur le plan arithmétique, c'est au gouvernement d'expliquer le taux. Maintenant. Non, mais il a annoncé un taux d'inflation à 2% en 2023. J'ai suivi. Aujourd'hui, on parle de 2%. Alors, on fait clairement allusion aux interventions de la Banque centrale pour augmenter les taux, afin d'ajuster et de juguler cette inflation. Il y a des projections qui tableraient sur une campagne agricole qui serait moyenne. Il y a aussi, on est bien parti pour ça. Oui. Parce qu'il a plu le jour où effectivement là-bas, on s'est qualifié pour le 8e des finales en battant fièrement le Canada, mais c'est bon. Nous espérons que le ciel resterait clément toute l'année. L'idée de il n'y a pas de certitude à ce niveau-là. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas de certitude. Absolument. Sauf que vous connaissez que vraiment la pluie peut basculer spectaculairement les taux de croissance. Entre 2016, c'était 1,2%. Selon les prédictions. Oui, 1,2%. Pas les prévisions. 2017. Selon les prédictions météo, c'est mal parti. Monsieur, entre 2016 et 2017, on est passé de 1,2 à 4,3%, juste parce que nous avons eu une année agricole qui est exceptionnelle. Donc, je pense que l'agriculture... Ça, c'était hier. Voilà. La pluviométrie, effectivement, la valeur ajoutée agricole sont là et s'imposent comme une donne à ne pas négliger. Maintenant, il faut continuer les réformes. Il faut améliorer le climat des affaires. Nous avons fait voter récemment une charte d'investissement. Mais attention, il faut également une aide. Ce qui me gêne, Mehdi Fakhrel, c'est que, effectivement, à la fois le gouvernement, le projet de loi de finances 2023, table sur un retour de l'inflation à un taux autour de 2%, une croissance autour de 4%, on va y revenir dans le troisième round, mais alors que le FMI dit clairement, et d'autres institutions internationales, et plein de think tanks d'ailleurs, à travers le monde, considèrent qu'il n'y aura pas un retour, une baisse significative de l'inflation avant minimum 2024. Alors on parle à l'échelle internationale. Et nous, on est des rares pays dans le monde en train de dire le retour à 2% d'inflation, c'est possible chez nous. Non, écoutez, tout d'abord, on ne peut pas comparer l'incomparable. Vous savez que chaque économie, il a ses particularités. Regardez le taux d'inflation du côté du Brésil. Non, mais la Turquie qui a des taux d'inflation qui explosifs. Alors le Brésil, ils ont maîtrisé ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autosuffisance qui leur permet de ne pas supporter une inflation importée. Ça, c'est l'idéal pour nous. C'est qu'aujourd'hui, nous profitons de cette crise. Il y aurait une fuite de capitaux. Vous avez suivi les déclarations de Richie Sunak tout récemment par rapport à la situation en Angleterre. Donc aujourd'hui, je pense que l'instabilité fera que des capitaux vont fuir. Le Maroc se positionne comme étant une terre promise pour l'investissement. Je pense également qu'il faut que... Et quand on renchérit comme ça le taux directeur, il y a eu un premier renchérissement, une première augmentation du taux directeur il y a quelques semaines, de 0,5. Donc on est rebasculé à 2. Là, a priori, alors, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, pas impacté les crédits pour le moment, parce qu'on est sur des taux fixes pour le moment, mais on part en tout cas sur un cycle d'augmentation des taux directeurs. D'ailleurs, c'est une recommandation du recommandation, c'est la raison. Non, c'est pas suite à la recommandation du FMI. Parce que la Banque centrale n'a pas, la Banque centrale n'a pas casser la croissance en augmentant le taux directeur. Non, je suis catégorique là-dessus. Si vous croyez que l'augmentation du taux directeur va casser la croissance, on est en train tout simplement de se faire une illusion. Avant 2020, on était à 2,25% et on n'a jamais parlé de ça. On est maintenant à 2% et on est en train de parler du taux directeur comme étant un frein pour le développement. Je pense que on est en marge de la raison. Ça, c'est le taux directeur, il est de 2%. Lorsque un industriel veut contracter un crédit à la banque, il est entre 9 et 10%. C'est Rachid. Aujourd'hui, l'accès au financement, c'est une problématique qui n'est pas liée au taux directeur. C'est lié à la qualité du risque et à la qualité du papier. Ça, c'est autre chose. Et là, tout simplement, est-ce qu'il y aurait des projets qui sont bancables ou pas? Maintenant, le souverain a rappelé les banques à leur responsabilité en matière administrative. Il a dit qu'il ne faut plus de blocage administratif pour faire disposer les gens de financement. Maintenant, est-ce que aujourd'hui on finance un crédit qui va tomber demain en contentieux? Je vous rappelle que nous avons un chiffre terrible. 10% du portefeuille
Taux de casse bancaire, bancaire. c'est des créances en souffrance. C'est des créances. Et quelle est la part du taux de c'est 10%, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc il faut faire attention. Si aujourd'hui je vais demander aux banques tout simplement d'ouvrir les vannes et de continuer à donner des crédits, de ne pas suivre le risque, je suis en train de leur demander de s'écrouler et de fermer la porte. Attention, et les banques sont bien sûr régies par un dispositif réglementaire qui est très très strict. Donc, en même temps, un retour à un niveau d'inflation à 2%, c'est quoi? C'est un rêve, un cauchemar? Ouais, écoutez, tout dépend de l'effet, de l'impact de l'intervention de la Banque centrale et de l'évolution de la situation économique en 2023. Ça, je pense pas que ça va être crucial. Aujourd'hui, nous remarquons que les taux d'inflation sont en train de s'estomper, de stagner. Bruno Le Maire a dit que, écoutez, le pic est déjà ou serait atteint d'ici mi-2023 après. Est-ce que ça, c'est pas comme le Covid? C'est comme le Covid quand on disait où le pic est atteint. Non, mais c'est des choses complètement différentes. C'est un phénomène. L'inflation, c'est aussi un virus. Non. Oui, si vous voulez. Virus viral, en tout cas. Oui. Maintenant, ce que je peux vous dire également, c'est que la recette qui a été suivie depuis la nuit des temps en matière ne donne pas ses fruits du jour au lendemain, mais elle est percutante et il finira par donner ses fruits. Les États-Unis ont attendu 3 ans après 80 jusqu'à 2083 ils ont fait un nombre de hausses on ne peut pas compter. Oui. Et finalement, à partir de 1984, on a vu une stabilisation du taux d'inflation et une belle embellie sur le plan économique. Donc, donc aujourd'hui, la hausse, il faut la voir. Quand on benchmark, l'augmentation des taux directeurs, c'est fragilisé, voire casser les dynamiques de croissance. C'est pas vrai. Écoutez, c'est une cure indispensable pour préserver les structures sociétales et économiques, parce que la crise économique et l'inflation finira par tout détruire. On passe au troisième round? Oui. Troisième round, 2023, une année de croissance ou une année de décroissance? Mehdi Fakir, à quoi faut-il s'attendre? Avec quoi on va financer cette année économique 2023? On est toujours en situation de stagflation. Je reste positif. Il y a des éléments. Il y a des éléments qui sont non négligeables, qui permettent un petit peu de déterminer la ligne de conduite en la matière. Ce qui va permettre de générer la croissance en 2023. Voilà, nous avons des transferts de MRE qui sont à des niveaux qui sont historiques en temps de crise. Ils permettent au minimum de soutenir le pouvoir d'achat et de soutenir la demande intérieure. Et vous savez très bien que tout économiste dira que la recette basique pour développer un pays, c'est la demande intérieure, qui permet de booster, de développer, de doper la croissance. Donc c'est les aides directes pour les membres de la famille. Voilà. On n'est pas sur des gros montants individualisés. On n'est pas sur des gros montants. Il y a deux choses très importantes. C'est que les 100 milliards, c'est tout d'abord bien sûr de l'argent et de l'aide directe, mais c'est une bouffée d'oxygène pour les réserves en devises. Pour financer les importations. C'est les MRE d'ailleurs qui financent. Pas que financer les importations, mais qui nous épargnent le passage par crédit ou sortir à l'international, parce que ça ne servira à rien de sortir à l'international. Ça ne fera que aggraver. On va être obligé de sortir en 2023. On n'est pas sorti en 2022, on va être obligé de sortir en 2023. Pourquoi on n'est pas sorti en 2022? Parce qu'on a bien géré les réserves en devises. Et il y avait quand même des recettes qui étaient considérables entre les phosphates, les exportations des voitures et ainsi de suite, et les MRE. Et deuxièmement, parce que le Maroc a estimé que les conditions qu'on allait lui imposer allaient toucher sa souveraineté économique. Est-ce que notre croissance économique en 2023 repose sur le transfert des MRE? Et que ça va être ça l'effet de levier économique? Je vais continuer mon raisonnement, parce que j'ai commencé par les transferts des MRE. Il y a les tourismes également, qui peuvent vraiment créer la différence. C'est un secteur qui ne dépend pas, parce que vous savez que le Maroc aujourd'hui, c'est une terre qui est vraiment, c'est une destination touristique qui est intéressante. Il va falloir encourager ce secteur, qui, à mon humble avis, n'a pas été impacté par la crise. Mais regardez les chiffres. On est revenu à l'avant 2019. En 2022, à l'avant 2019, non, mais s'il vous plaît, à l'avant 2019, s'il vous plaît, à l'avant 2019, on est revenu en temps de crise, prix de pétrole, inflation, on est revenu à ces niveaux. Maintenant, il y a également, et ça c'est le plus important, c'est la campagne agricole. Nous sommes en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous puissions, pour que le ciel soit clément et nous puissions avoir une bonne campagne agricole. Nous savons très bien que la prépondérance de la valeur ajoutée agricole permet de changer considérablement, je l'ai dit tout à l'heure, la donne. Moi je dis ça, mais je reviens sur un sujet très important, c'est de continuer la réforme structurante. Aujourd'hui,
Je vais vous expliquer. Non, mais parce que aujourd'hui, je vais y arriver. Ça génère pas la croissance. Non, dans l'immédiat pour 2023. C'est tout à fait normal. C'est comme ça. Les réformes sont comme ça. C'est pas des coups de baguette magique. Pour 2023. Non, mais attendez, je vais y arriver. C'est pas des coups de baguette magique. Regardez ce qui se passe au niveau de l'industrie automobile et l'industrie aéronautique. Oui. Regardez l'argent et regardez le montant et le volume des exportations. Ça, c'est parce qu'en 2014-2015, nous avons fait le pas et nous avons commencé. Donc aujourd'hui, il faut absolument continuer les réformes. Voilà pourquoi Richie Sunak a dit qu'il faut tout simplement, je dirais, patienter. Pourquoi? Parce qu'il faut aujourd'hui arriver à un équilibre budgétaire qui va nous permettre de préserver notre souveraineté, mais continuer à avancer au niveau des réformes structurantes. Et puis, rappeler, à mon avis, ça c'est une recette. Si, il faut rappeler le privé à ses responsabilités. Il faut qu'il puisse investir. Le privé, c'est 25 milliards de dirhams. C'est pas normal. Il faut que le privé investisse parce que aujourd'hui, tout le secteur privé confondu. Il faut pas toujours pointer du doigt l'État. C'est pas qu'à l'État de financer, c'est pas à l'État de faire. Parce qu'on pose une question. Depuis le temps, vous savez que c'est une question qui a été posée par le souverain. Depuis le temps que l'État finance, que l'État subventionne, où va cet argent? Il est où cet argent? Donc je suis désolé, il faut rappeler. Et je vais vous dire une chose qui est un peu, non, mais il est important, il est un peu spectaculaire. Aujourd'hui, si nous ne faisons rien, cette problématique de développement au Maroc va se transformer en une problématique d'ordre général. Il faut que les gens comprennent que parler de patriotisme économique, c'est pas une naïveté, c'est une nécessité stratégique pour notre pays et vitale. Donc, lorsque Sa Majesté parle du fait que le privé doit prendre ses responsabilités de la part du haut lieu, d'un niveau. Vous avez entendu le secteur privé, la CGM, s'engager sur un niveau d'investissement du secteur privé pour 2023? Non, je n'ai pas entendu parler non plus. Est-ce que vous avez entendu parler Abdel Chouari, gouverneur de la Banque centrale, dire qu'il faudra trouver 101 milliards de dirhams pour financer l'économie et la croissance de l'année prochaine? On a un besoin de financement de 101 milliards de dirhams. Est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas cet argent au Maroc? Est-ce qu'on peut pas mobiliser? Beaucoup considèrent. Alors je vais vous dire une chose. Pour 2023, il faut aller sur les marchés internationaux, lever de la dette, et la priorité c'est de récupérer l'investissement. Écoutez, vous savez que la capacité, en parlant un petit peu de croissance, vous savez que immédiatement, nous pouvons très très bien mobiliser immédiatement 600 milliards de dirhams. Immédiatement. D'où? Ça c'est une bonne question. C'est une question à 1 million de dirhams. C'est Mehdi Fakir qui les mettra à disposition. Je vous explique. Aujourd'hui, nous avons 300 milliards de dirhams non déposés au niveau des banques. Vous parlez de cet argent qui circule ici et là. Là, il faut une décision politique courageuse pour que cet argent puisse être déposé. Et injecter 300 milliards dans les veines du tissu, du tissu bancaire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Non, pas aussi facile, c'est une question culturelle, c'est une question d'engagement. Et vous avez également un potentiel, rien que pour les autres PCI, qui était à l'époque chiffré en 2017 à 200 milliards. Alors, les PCI, pour expliquer très rapidement à nos téléspectateurs, c'est que nous parlons du fait de liquéfier de l'immobilier et en le transformant en un argent frais qu'on peut injecter dans le marché des capitaux. Déjà, on parlait à l'époque, en 2017, de 200 milliards. Aujourd'hui, nous sommes de l'ordre de 40 milliards. Alors, 200 milliards uniquement pour le foncier professionnel. Et le foncier résidentiel a été intégré dans la loi de finances 2021. Moi, j'estime qu'au moins 250 à 300 milliards. Si on décide de cliquer comme ça, je pense rien qu'en 2023, c'est des choses qui existent devant nous, qu'on va pas attendre du ciel, qu'on va pas importer. Ils sont là devant nous. Il faut les mobiliser. L'heure est déjà au remboursement progressif, en tout cas des emprunts déjà que le gouvernement a concédé précédemment. Bien sûr, moi je suis d'accord. Pour limiter ça fait 30 milliards, c'est trop. Le 30 milliards écoutez, nous payons en service de la dette l'équivalent de la compensation, au-delà de la compensation. Vous savez que le sujet de la compensation que nous cherchons à réformer pour gagner 30 milliards, commençons tout d'abord par rationaliser le coût de la dette qui est équivalent à ce coût de foi. Et pourquoi ne pas rationaliser d'abord la dépense fiscale? On peut y aller doucement, monsieur. On peut y aller doucement. On ne peut pas. Non, attendez. Non, c'est pas qu'on fait ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, il faut y aller parce que d'ici 2025, 2025-2026, on va boucler la loi, le cadrage. Alors aujourd'hui, on a commencé par l'IR professionnel. L'année prochaine, je pense qu'il y aurait la TVA. On a jusqu'à 2026 pour boucler la réforme fiscale. Il y aurait d'autres décisions, je pense, qui vont être plus spectaculaires que celles de cette année. 2023, une année
de croissance, une année de Moi, décroissance, de stagflation je suis pour vous, Mehdi optimiste. Fakir? Non. Je ne pense pas que le Maroc va glisser vers la stagflation. Je ne le pense pas. Non. Si vous me dites récession, si Non, vous mais me dites baisse, quand si on vous me est- dites niveau limité de croissance, je dirais oui. Mais stagflation. Quand on sort d'un niveau de croissance à 8% et qu'on a une croissance économique de 1%, 8% c'est en 2008. déjà... En 2008. Non. C'est un effet de rattrapage. Non, attendez. Taux d'inflation. Ne parlez pas, ne parlez pas de 2020, de 2021 parce que c'est un fait de rattrapage. Taux d'inflation là, actuellement, c'est 8%, 8,3%. Oui, le taux sur base d'inflation, mensuelle. croissance économique. Sur base mensuelle, je suis d'accord. On va finir à Aujourd'hui, 1,2%. Donc, est-ce cher que déjà monsieur, on va finir en mode stagflation? Est-ce qu'on va pas continuer Non, et poursuivre l'année 2023 selon vous? les en mode décisions de la stagflation? Banque centrale vont être décisives. Le comportement des structures sociétales et économiques va également être décisif. Et là, c'est un appel au gouvernement pour créer le climat pour que nous puissions mieux consommer. Il ne me parlait pas que de la fiscalité. Il n'y a pas que de la fiscalité dans la vie. Mieux consommer ou Il y a consommer moins pas- cher? Non, mieux consommer. Avec un soutien de l'État. Mieux consommer. Non, mais on va créer encore de l'inflation. Mieux consommer, investir, puis investir, puis investir. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut préparer l'avenir. Il ne faut pas rester limité par rapport à 2023. C'est tacticien. Moi, je pense que les réformes, il faut y aller jusqu'au bout. Parce que la réforme, ils vont améliorer la qualité, en quelque sorte, et l'ascension sociale. Ils vont améliorer notre projet de société qui va créer de la croissance et de la productivité. Ça, pour moi, c'est aussi important. En tout cas, dans les médias, c'est une croissance faible, atone, 1,2% en tout cas pour 2022. Les prédictions, en tout cas prévisions du projet de loi de finances, c'est 4% à l'horizon pour 2023. Ça me paraît un peu compliqué, sauf si, comme vous avez dit, et ce que dit aussi le FMI, amélioration de l'environnement international, là où nous n'avons pas la main. Et deuxième condition préalable et obligatoire, c'est une bonne saison agricole. Ah oui. Et là, les prédictions, en l'occurrence météo, n'iraient pas dans ce sens. On devrait être sur un copier-coller de 2022, a priori, mais souhaitons le contraire. La clémence du ciel. La clémence du ciel, en tout cas pour sauver cette croissance en 2023. Absolument. Merci infiniment, Mehdi Fakir. Merci, c'est vrai. Je rappelle, analyste économique et financier, expert comptable et commissaire aux comptes. Merci.